Le design est partout, même dans la voiture. 1886, c'est la naissance de la voiture, avec la Benz Motor Wagon. Ça ressemblait pas vraiment à la voiture qu'on connaît. C'était plutôt un tricycle motorisé. C'est seulement avec l'introduction de la Ford Model T que la voiture se démocratise vraiment. De 1908 à 1927, Ford produit plus de 15 millions de Model T. Pour réussir cet exploit, Ford utilise l'assemblage à la chaîne, un élément clé pour réduire les coûts et augmenter les volumes de production. Fin des années 10, Henry Ford a réussi à démocratiser l'automobile. Ce qui manquait peut-être dans sa recette, c'était le design, qu'on a vu apparaître fin des années 20 chez General Motors. Et General Motors a implanté le premier département qui s'appelait Arts and Colors, qui était le premier département de design. Dans les années 30, où Chrysler a sorti le Chrysler Streamliner, finalement, il regardait les influences de l'aérodynamique dans le design automobile. Le streamlining, ça a été l'idée de donner des formes profilées aux objets. On avait des réfrigérateurs profilés aérodynamiques, des tailles-crayons profilés aérodynamiques. Chaque objet produit par l'industrie, pour être tendance, devait arborer ces espèces de formes-là qui venaient un peu de l'industrie ferroviaire, mais aussi de l'industrie automobile. Quand on est arrivé dans les années 50, où là, il y avait eu des précédents de jets à réaction, ils avaient battu le mur du son. Donc, tout d'un coup, ces formes-là venaient contaminer le design automobile. Des voitures très longues, très élancées, avec des espèces de protubérances, d'ogives, de missiles, de sorties de moteurs à réaction fausses. On était plus dans une évocation d'un aérodynamisme à une échelle très supérieure, là, parce que, je veux dire, les voitures se déplaçaient pas beaucoup plus vite sur les autoroutes. Dans les années 70, il y a eu une mode, une tendance sur des formes, ce qu'on appelait une période cunéiforme. Donc, les voitures étaient profilées comme des pointes de flèches, avec des surfaces très plates. Puis tout d'un coup, c'est ça qu'on percevait comme étant aérodynamique. Et puis, bon, dans les années 80-90, plus c'était le côté très lisse d'un véhicule. Le fait que toutes les surfaces devenaient affleurantes, qu'il n'y avait pas de détails de décaissés ou de creux dans les voitures. Donc, toutes les surfaces étaient vraiment traitées impeccablement. Puis aujourd'hui, avec les voitures hybrides, électriques, tout ça, on revient à des formes qui sont des formes très pures, parce que pour ces voitures-là, c'est une nécessité au niveau de leur autonomie. Un des aspects primordiaux là, qui est traité par les designers, c'est le stance. Donc, la posture en français, c'est vraiment la façon dont une voiture a de s'asseoir sur ses roues. Il y a des voitures où c'est très bien réussi, puis la voiture a l'air d'un fauve qui est prêt à bondir, puis d'autres voitures qui ont l'air un peu maladroites, un peu chancelantes. La réalité avec laquelle les designers doivent travailler, souvent, c'est que le véhicule qui est en dessous, le cahier de charge que les ingénieurs leur ont donné, c'est pas nécessairement la morphologie idéale, c'est pas nécessairement le plus beau véhicule ou les proportions les plus raffinées. Donc, c'est souvent un jeu de tricher certaines proportions, d'accentuer certaines autres, de diminuer l'impact visuel de certains autres éléments pour, au final, donner l'illusion que le véhicule est bien proportionné. On essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de consommateur pour arriver avec quelque chose qui va plaire à une population en général. Aujourd'hui, on contrôle beaucoup de paramètres, on interroge les gens, on va sonder les gens. Donc, les marques se font des idées de ce qu'elles doivent représenter, quelles émotions leur produit doit susciter, à quel auditoire il doit plaire. Donc, ça fait partie de ce que le designer a à faire dans son travail de mise en forme du véhicule. L'objet automobile, c'est une échelle plus ou moins humaine. Par ça, ce que je veux dire, c'est qu'on approche une voiture, la voiture n'est pas comme ça, ou elle n'est pas trop petite, elle est à peu près à la hauteur d'un être humain. C'est assez crédible d'utiliser des analogies humaines. Comme si un assemblage de métal puis de verre et de caoutchouc avait des émotions humaines. Okay? Donc, on va percevoir que tel véhicule est souriant, et heureux et gentil.
ou que tel autre véhicule est plus menaçant, a l'air d'un prédateur ou est en colère. Il y a aussi l'idée du zoomorphisme où on va effectivement donner, là, ça ne sera pas nécessairement des émotions humaines, mais plus des aspects animaux. Donc, on va vouloir voir des yeux de félin, par exemple, ou un bec de rapace, ou évoqué par les lignes, par les proportions générales du véhicule. C'est un aspect intéressant du zoomorphisme parce que ça fait appel à des zones reculées de notre cerveau. Donc, on se méfie d'un prédateur. Donc, on ne le perdra pas de vue. Donc, le design d'un habitacle de véhicule, ça va même dans l'odeur des différents matériaux. C'est un défi pour les constructeurs d'agencer toutes sortes de plastiques à l'intérieur d'un habitacle. On a un constructeur comme Volvo qui a été chercher un nez, là, donc une personne qui est un expert en olfaction, avant de mettre en production un véhicule, être capable de juger, de sentir l'intérieur d'un véhicule pour faire des recommandations sur des ajustements d'odeur. Au niveau sonore, il y a la perception de qualité qu'on a dans un véhicule. Par exemple, chez Ford, on fait écouter à des gens des échantillonnages de moteurs pour savoir, par exemple, quel moteur est le plus viril, quel moteur est le plus américain. Puis ensuite, on donne ça aux ingénieurs, aux designers. On dit, maintenant, on veut une voiture, puis on veut que ça sonne comme ça. D'une part, au niveau sonore, il y a la perception de qualité qu'on a dans un véhicule. Ça fait 4 décennies, par exemple, qu'ils étudient le bruit de la portière parce qu'ils ont découvert que le client potentiel qui ferme la portière se fait toute une idée sur la qualité générale d'un véhicule, d'un pare-choc à l'autre, juste par le bruit de la portière. Les designers d'automobiles accordent une grande importance aux détails de conception des portières parce que les usagers ont une interaction directe avec la portière. Une des portières les plus surprenantes est celle de la BMW i7A de 1955. C'est une voiture assez curieuse, un peu globuleuse, et tout le devant de la voiture s'ouvre, donc on rentre par le devant de la voiture. Il y a aussi les portières antagonistes, c'est-à-dire, au lieu d'avoir les charnières à l'avant de la portière, on l'a à l'arrière, donc la portière s'ouvre à contresens. On les appelle aussi des portières suicides, parce qu'à l'époque, les mécanismes de fermeture étaient moins fiables et si jamais la portière s'ouvrait, ça prenait dans le vent et le passager, en essayant de retenir la porte fermée, avait tendance à partir avec la portière. Ensuite, dans les voitures de luxe, il y a un élément de spectacle, donc d'avoir une portière qui s'ouvre autrement que de la façon standard. Et je pense à la Mercedes 300 SL de 1954. C'était des portières en aile de goéland ou en gull-wing. Et c'est assez impressionnant. C'était un type de portière assez iconique. Et les ailes de goéland ont été reprises au début des années 80 dans la DMC-12 de DeLorean, la fameuse voiture du film Retour vers le futur. Quand on entre dans le domaine des voitures un peu exotiques, des voitures de sport, de très grand luxe ou de très haute performance, à ce moment-là, ils se mettent, par exemple, à réduire la hauteur du véhicule, à avoir les structures plus dans le côté, les fenêtres de l'habitacle beaucoup plus inclinées. Donc, la portière conventionnelle dans ces voitures-là devient impossible à réaliser, ce qui a poussé des constructeurs comme notamment Lamborghini, au début des années 70, à créer des portes qui s'ouvrent en élytres. C'était des solutions qui ont frappé l'imaginaire. Les gens se sont dit « Wow, c'est incroyable, les portes s'ouvrent comme ci, comme ça se déploie, puis tout. » Mais c'était une conséquence vraiment du fait que le véhicule avait une structure qui amenait ça. Pas très, très pratique, parce que si la voiture fait un tonneau, on n'est plus capable de sortir de la voiture. Alors, je pense que la raison pourquoi nos portes sont encore des portes conventionnelles, c'est parce qu'ils fonctionnent. Puis, ils n'ont pas trouvé vraiment quelque chose qui est supérieur à ça encore. Le système d'éclairage signe la personnalité d'un véhicule. En fait, des études démontrent qu'un quart de la perception que les gens ont d'un véhicule vient du système d'éclairage, les phares avant et les lumières arrière. Les phares avant, en particulier, on les décode un peu comme des yeux.
Donc, il y a beaucoup d'émotions qui sont transmises par le devant de la voiture. Ensuite, si on pense à d'autres éléments d'éclairage comme à l'intérieur de l'habitacle, les designers vont chercher à mettre en place une scénographie. Donc, on va chercher à avoir des transitions plutôt que des changements très brusques. Donc, si une lumière passe d'éteinte à allumée, on va le faire avec un variateur. C'est subtil, on ne le perçoit pas tant que ça, mais ça fait toute la différence. L'éclairage extérieur de véhicules, c'est en train d'être dans un peu de révolution présentement. Aujourd'hui, on est rendu avec des technologies, le laser, les diodes électroluminescentes, des choses comme ça. Le but étant toujours de faire en sorte que la source d'éclairage soit de plus en plus petite, de sorte que les designers ont de plus en plus le contrôle sur la forme du phare, parce que la source d'éclairage est petite, puis la source d'éclairage peut être très précise. Puis même si les lumières aujourd'hui sont microscopiques, mais on ne veut pas mettre les petits boutons sur le devant d'une voiture. On veut continuer avec le donner un caractère avec ces éléments-là. Anciennement, on avait juste une petite lumière au plafond, mais maintenant, je pense dans les prochaines années, on va voir beaucoup plus d'éclairage plus subtil, coordonné, même avec les préférences des consommateurs. Ils peuvent même s'entourer avec les couleurs qu'ils préfèrent. Puis, je pense que toutes ces choses-là, on va les voir pendant les prochaines années. C'est extrêmement intéressant de voir comment le design, en fait, d'un habitacle peut induire chez quelqu'un et transformer le comportement de quelqu'un. L'aménagement intérieur du véhicule, la façon dont l'information va être présentée sur les cadrans, la texture du volant, l'ambiance sonore, toute cette combinaison de facteurs-là fait en sorte que, d'un côté, ils vont se prendre pour un pilote de course, de l'autre côté, ils vont conduire comme des papis. Le grand défi, c'est de trouver de l'espace où est-ce qu'il n'y en a pas. L'idée étant de faire des véhicules toujours le plus petits possible, mais en donnant le plus d'espace possible à l'intérieur. Donc, il y a vraiment un défi de créativité. Bien, les éléments de sécurité, c'est l'autre grand défi que rencontrent les designers aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de coussins gonflables qui s'ajoutent dans l'habitacle, de ceintures gonflables maintenant. Donc, tous ces éléments-là ont des dégagements qui doivent être respectés en fonction de leur expansion en cas d'accident. Et puis, ça contraint beaucoup le travail des designers. J'aime la simplicité dans le design. Personnellement, je trouve que parce qu'on vit dans une époque d'électronique, je trouve qu'il y a comme beaucoup, même trop d'électronique qui sont ajoutés à les voitures chaque année. Sans avoir le temps de vraiment développer tout ça à 100%, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça augmente l'expérience de conduire? Ou est-ce que c'est des gadgets? Un siège d'auto se doit d'être confortable pendant de longues périodes et pendant que votre corps subit les forces typiques de la conduite. Accélération, décélération, virage. Et évidemment, on est en interaction avec toutes les commandes de la voiture, les pédales, le volant. Donc, les ajustements, c'est absolument critique. Donc, l'ajustement avant-arrière, haut-en-bas et un ajustement du dossier. La plupart des voitures ont des ajustements électroniques et avec des mémoires. Donc, on a juste à appuyer sur un bouton, le siège et le volant se placent. Certains constructeurs cherchent à avoir une approche plus minimaliste, dont la U de Volvo, c'est une approche monocoque, donc un seul morceau, un look très épuré et très confortable. En 2013, le chimiste BASF a lancé un concours pour mettre au défi les designers de repenser le siège d'auto. Le concept gagnant a été proposé par un étudiant de l'Université de Coventry en Grande-Bretagne. Le nom de son fauteuil, c'est le Leaf Chair. En fait, son inspiration vient des couvertures qu'on distribue dans un avion. Et ça donne quelque chose qui est très enveloppant, à peu de coûts, ça protège le conducteur et un look minimaliste. Les art cars sont des véhicules dont l'apparence a été modifiée dans le but d'une démarche artistique.
Les art cars, ou voitures artistiques en français, ont été popularisées dans les années 60. En 1975, un pilote de course français, passionné par l'art, a mandaté l'artiste américain Alexander Calder pour peindre la BMW avec laquelle il coursait. Par la suite, plusieurs artistes de renom dans le monde ont été conviés pour créer des œuvres sur des carrosseries de BMW. Le roi du pop art Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Frank Stella et plus récemment Jeff Koons ont créé des pièces magnifiques dont la plupart se retrouvent présentement dans des musées. Les art cars, c'est des voitures appropriées par des artistes. Vous avez des artistes carrément qui utilisent des véhicules comme œuvres d'art qui vont être exposées dans des galeries. Des gens comme, mettons, Benedict Radcliffe, Edwin Wilm, ou des gens comme ça qui créent des mutations de véhicules puis qui les exposent dans des galeries à titre d'œuvres d'art. Le phénomène le plus grassroots, le plus proche du peuple, c'est des gens qui prennent des voitures et puis qui en font des objets complètement délirants. Il y a plusieurs événements de art cars comme ça aux États-Unis. J'ai eu la chance d'assister à un moment donné au Festival des art cars de San Jose, qui est le plus gros événement comme ça. Là. C'est complètement dément. Là. Les gens vont aller à toutes sortes d'extrêmes pour coller des objets ou modifier des véhicules. En 1899, la première voiture dépasse les 100 km/h. C'était la Jamais Contente par un ingénieur belge. Et c'était une voiture électrique. De plus en plus, les constructeurs vont chercher à minimiser l'impact environnemental de leur voiture. Donc, on a un retour vers l'électrique. En 1997, Toyota a introduit la première voiture hybride, la Prius. Et c'est vraiment intéressant comme approche où on combine un moteur thermique avec des batteries et un système de récupération d'énergie sur le freinage. Donc, ça donne un peu le meilleur des deux mondes. Et du côté des hybrides, mais un peu plus extrême, je pense à la Urby, qui vient de Urban, éthanol et électrique. Et c'est une voiture qui a l'ambition de traverser les États-Unis avec 10 gallons de carburant ou 38 litres de carburant. Au fil des années, la technologie des batteries s'améliore, au point où on peut avoir un véhicule entièrement électrique qui a une bonne performance et une bonne autonomie, comme la Smart Electric Drive. Mais le problème des batteries, c'est aussi où les loger. Donc, les designers cherchent tout le temps un emplacement optimal dans le véhicule. En ce moment, en laboratoire, on a une batterie qui peut être intégrée à même la carrosserie du véhicule. Ce que je trouve intéressant avec ça, c'est qu'on a une fusion des fonctions. On a une carrosserie et une batterie en même temps. Le défi du véhicule électrique, c'est parce que la batterie qui est à l'intérieur n'a pas la même forme que traditionnellement un moteur à combustion qu'on mettait à l'avant du véhicule. Tout d'un coup, ça transforme complètement la hauteur du plancher, les proportions intérieures de l'habitacle. Donc, il faut les mettre quelque part, ces batteries-là. Les voitures électriques, elles ont aussi un défi supplémentaire, c'est le poids. Parce que les batteries, ça pèse beaucoup. Donc, on travaille avec des nouveaux matériaux. On travaille avec du carbone, on travaille avec du plastique, on travaille avec de l'aluminium. Et le mélange de ces différents matériaux, c'est aussi un défi au point de vue design. Les voitures hybrides et les voitures électriques vont continuer à augmenter en performance. Mais ce qui s'en vient dans un avenir rapproché, c'est les voitures autonomes. En fait, c'est pas de la science-fiction. Google a des prototypes en fonction de voitures autonomes qui se conduisent toutes seules sur la route. C'est une combinaison de plusieurs technologies qui arrivent un peu en même temps. L'augmentation de la performance des ordinateurs, un réseau de données sans fil, le système GPS, tout ça ensemble fait en sorte qu'une voiture peut se guider toute seule sur une route. Est-ce que les gens vont vouloir se faire conduire par un véhicule autonome puis lâcher le volant? C'est une bonne question, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient mieux passer les 40 minutes qui passent dans la circulation chaque matin à travailler, à s'occuper à quelque chose de productif, comme s'ils se faisaient conduire en limousine dans leur propre véhicule, que d'être occupés réellement à conduire ou à être bloqués dans un embouteillage. Quand ça va arriver, ça va changer l'architecture du véhicule au complet. Par exemple, au lieu des sièges de passagers, tout regarder vers le devant, maintenant, on peut tourner les sièges pour se regarder avec une table au centre, puis ça devient quasiment un salon mobile.
C'est toujours la question qui revient quand on parle du futur dans 10 ans, dans 20 ans, et la voiture volante. Il y a déjà des choses qui volent présentement, qui sont des prototypes. Il y a le prototype Terrafugia qui a été mis au point par des gens du MIT, qui est à toute fin pratique une voiture volante, mais ça prend quand même un brevet de pilote pour la conduire parce que quand c'est dans les airs, c'est un avion. Ce qu'on peut entrevoir, c'est qu'avec tous les systèmes de GPS, les systèmes de guidage, les systèmes d'automatisation, n'importe qui pourrait éventuellement, si les règles de l'aviation étaient modifiées, prendre le volant d'un bidule comme ça et s'en aller de A à B avec par la voie des airs. Quand on pense au concept de la voiture volante, finalement, rouler, c'est assez facile. S'envoler, c'est le côté difficile. Alors, je crois que ça va prendre l'intérêt d'une compagnie aéronautique pour réaliser ce vieux rêve. Que ce soit la voiture autonome, la voiture volante ou plus verte, les voitures vont continuer à donner des défis aux designers et faire partie de notre quotidien pour des années à venir.